Donc, on est réunis ici pour parler d'un livre qui vient de sortir. Donc, le livre que vous avez vu sur Marcel Détienne, avec Marcel Détienne, de Vincent Genin. On est en présence de l'auteur et on est quelques-uns à parler d'abord et puis ensuite à donner la parole à ceux qui la veulent. Donc, ce livre qui est sorti dans la collection Histoire des religions chez Laboret Fides, était en fait un événement pour nous dans cette collection. C'est-à-dire que cette collection, il fallait qu'on parle de Détienne dans cette collection. C'était impossible de ne pas parler de Marcel Détienne dans cette collection. Mais voilà, Détienne, évidemment, puisque c'est lui qui nous a appris à faire de l'histoire des religions, surtout du côté de Genève, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand même, on en est un peu les disciples. Hein. Et c'est lui qui nous a appris, notamment, parce qu'évidemment, Détienne, c'est d'abord peut-être le lecteur de mythes, un merveilleux conteur de mythes, un merveilleux analyste de mythologie, mais c'est aussi quelqu'un qui nous a appris à comparer en histoire des religions. Pas seulement en histoire des religions, en anthropologie aussi, parce qu'il a aussi traité du politique. Mais cette comparaison, il la voulait plurielle. C'est lui qui nous a appris ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est lui qui m'a appris ça. C'est-à-dire que la comparaison, on ne peut pas la faire tout seul, il faut la faire en groupe. Or, la collection que nous avons chez Laboret Fides, la collection dans laquelle paraît ce livre, est une collection comparatiste. C'est une collection qui veut grouper des auteurs qui sont capables de poser des questions de l'intérieur de leur domaine, mais des questions qui intéressent les autres. Et dans ce sens-là, nous pratiquons la comparaison plurielle dont Marcel Détienne a fait l'apologie, en fait, nous a indiqué la méthode d'en comparer l'incomparable, notamment, et surtout sur cette idée de fabriquer du comparable, de construire des comparables. Bon, alors ça, c'est une très belle chose à dire. Ceci dit, le livre de Vincent Genin n'est pas un livre d'histoire des religions d'abord. C'est un livre sur Marcel Détienne. C'est un livre sur la personne de Marcel Détienne dans son parcours d'historien des religions et d'helléniste et de mythologue. Mais c'est un livre sur la personne, d'ailleurs, que le livre appelle Marcel. Donc, c'est une rencontre avec Marcel, autant qu'une découverte de l'historien des religions. Donc, au fond, l'histoire des religions, elle est présente dans ce livre sous la forme des personnages qui l'habitent. Il y a des figures extraordinaires qui traversent ce livre, des figures évoquées de manière magistrale, je trouve, et très littéraire en même temps par Vincent Genin. Il y a des figures bien connues comme Dumézil, Lévi-Strauss, Vernon, évidemment. Vernon, c'est le père, enfin, le père adoptif. Il est fondamental dans cette histoire. Mais il y a des figures peut-être un peu moins connues du grand public, comme Marie Delcourt, par exemple, ou d'autres. Marie Delcourt a fait l'objet d'une présentation absolument touchante. Enfin, c'était peut-être une forme de mère adoptive de Détienne à Liège, peut-être, hein, avant son départ pour l'Italie. Donc, voilà. Alors, donc, ce livre, vous aurez compris, il est à mi-chemin entre l'histoire des religions et la littérature. La littérature et l'approche aussi analytique, je dirais, d'un personnage dont Vincent Genin nous montre à quel point il était tourmenté, en fait. Hein. Ça, c'est la chose la plus frappante qu'on puisse retenir de ce livre. C'est un destin quand même déchiré. Hein. Donc ça va être dit et redit, je pense, dans la discussion. Maintenant, comment allons-nous procéder? Alors, je dis deux mots de présentation, simplement. Nous avons la chance, donc, ici, d'avoir Vincent Genin, qui est un historien rattaché à l'École pratique des hautes études, qui a travaillé et qui travaille encore sur l'éthique protestante de Max Weber, qui est postdoctorant donc à l'École pratique des hautes études, rattaché au groupe de sociologie des religions et de la laïcité,
ce groupe créé par Jean Bobéro. Et ces domaines de recherche portent sur les courants historiographiques et les identités historiques au XXe siècle. Il travaille notamment sur la laïcité comme objet de science. Donc, il nous expliquera peut-être le lien qu'il y a entre ces intérêts-là et Marcel. Vous verrez que ce lien va être doublement présent ce soir, puisqu'il y aura aussi parmi nous, mais je la présente tout à l'heure, donc une historienne de la laïcité, une autre historienne de la laïcité, Sarah Scholl. Mais Vincent va parler le premier, évidemment, c'est l'auteur, il va nous présenter son livre. Ensuite, Florence Dupont, que nous avons une chance extraordinaire d'accueillir à Genève, une fois de plus. Je rappelle simplement qu'elle est docteur honoris causa de notre université, donc elle appartient à l'université de Genève. Et puis, elle a fait de fréquentes, je le sais parce que j'ai des amis dans le secondaire aussi, elle est très connue de l'école genevoise, hein. Des écoles même secondaires. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très connu dont je ne veux pas parler, présenter. On ne présente pas Florence Dupont. Elle est connue. Son travail, c'est sur l'anthropologie des mondes antiques qu'elle ouvre au monde moderne. C'est-à-dire, au fond, c'est l'Antiquité comme un territoire des écarts qui permet de penser aussi l'actualité dans ses créations théâtrales, notamment, une grande analyste du théâtre. Donc, des réflexions sur Aristote, sur la création littéraire européenne. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Alors, elle a bien connu d'Étienne, évidemment, puisqu'elle circulait. Moi, je l'ai rencontré, Florence, la première fois. C'était au centre Louis Germer, enfin, c'est-à-dire à la rue, donc du centre sur les sociétés anciennes, à la rue Monsieur le Prince. C'était au fond d'un corridor un peu compliqué. Je crois qu'il y avait Stella dans la même pièce, et puis Jean-Louis Durand. Ça, c'était ma rencontre, disons, physique avec Florence. Donc, c'est ancien, mais ça montre à quel point elle est rattachée quand même à l'univers d'Étienne. Donc, après Florence, on entendra Sarah Scholl, donc, qui est ici, j'imagine. Oui, je la vois, elle est là. Bon, alors Sarah, comme Vincent, donc, est rattachée, elle aussi, au centre sur la laïcité de l'école des hautes études, hein. Elle est de Genève, elle est liée à la faculté de théologie de Genève. Elle travaille sur les mutations de la culture chrétienne européenne au 19e et 20e siècle. Et elle a été chercheuse invitée à Cambridge. Elle est actuellement maître assistante dans la faculté de théologie à Genève. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse, comme Vincent d'ailleurs, c'est une historienne qui s'intéresse à la modernité et à la laïcité. Je pense aussi qu'il y a des liens avec Détienne, ou avec l'œuvre de Détienne que nous présenterons. C'est à la fois Vincent d'ailleurs et Sarah. Dominique Jaillard interviendra en dernier lieu, si j'ose dire. C'est-à-dire Dominique qui a été, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai rencontré, un thésard de Marcel. Et si je ne m'abuse, tu me corrigeras, le dernier thésard de Paris. Oui, absolument. De Marcel à l'école pratique. Oui. Il a fait une thèse admirable sur Hermès, qui a fait l'objet d'une publication à Liège. Et maintenant, il enseigne l'histoire et l'anthropologie des religions à la faculté des lettres de Genève. Donc, c'est le professeur Genevois. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Tout le monde le connaît ici. Voilà. Alors, je ne veux pas m'attarder. Je vais simplement maintenant passer la parole directement à Vincent. Vincent qui va nous présenter ce qu'il veut, en fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces mots qui me touchent beaucoup et merci à tous pour votre présence en ce début de soirée pour parler de ce livre. Alors, je crois que j'ai 10 minutes, hein. Donc, oui, 10, 11, mais je crois qu'il faut laisser la parole à ceux qui ont vraiment des choses à dire. Moi, c'est le livre, au fond, qui parle et ce que je vais vous dire là est une petite mise en bouche et guère plus. Je tiens à remercier chaleureusement Florence Dupont, Sarah Scholl, Dominique Jaillard, Philippe
ici présent, ainsi que toute l'équipe des éditions Laboret Fides, je tiens à le dire, que ce soit Camille, Muriel, Mathieu Mégevant, bien sûr, qui ont vraiment accompagné la naissance de cet enfant, car un livre, c'est un enfant un peu curieux, mais il y a quand même de ça plus d'un titre. Et au fond, comme Philippe Bourgeot vient de le rappeler, je ne suis pas du tout historien des religions, je ne suis pas anthropologue de la Grèce, donc je n'ai rien à faire avec Marcel de Tienne, plus ou moins au départ, et c'est le cas, étant donné que je l'ai lu très tard. Même ses travaux tardifs sur le national, l'autochtonie, l'identité nationale qui auraient pu m'intéresser, je suis glorieusement passé à côté. Et j'ai organisé un colloque il y a quelques années à Liège sur les sciences humaines, 19e et 20e siècle, et un ami s'intéresse à la lecture philosophique de De Tienne. Alors il me dit, tiens, qu'est-ce que ça te dit? Ben, je dis, bah, fais-le. Et puis des mois se passent et je tombe sur Comparer l'incomparable dans une librairie, et, donc, qui est paru en 2000. C'était l'édition en poche. Et je me dis, en lisant le livre assez rapidement, il n'est pas très long, au fond, ça se lit assez vite, le style roule assez bien. Je me dis, mais qui est ce monsieur quand même? Là, immédiatement, il y a eu une question. J'ai appris qu'il venait de la même ville que moi, et pour ainsi dire du même quartier. Et donc, j'ai commencé à regarder en bibliothèque d'où venait-il, d'où parlait-il, pourrait-on dire, pour ainsi dire. Et donc, je suis tombé, bien entendu, sur ses travaux sur le pythagorisme ancien, sur la crise agraire et Hésiode, ses premiers travaux sur Hélène, héros pythagoricien, etc., etc. J'ai appris qu'il était en vie, je l'ignorais, hein, je ne savais pas tout à fait le situer. Et donc, je lui ai écrit, et à ce moment-là, il était encore de ce monde, j'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer véritablement une fois. Il m'a accueilli, notamment grâce à sa famille aussi, qui m'ont permis de le voir. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement généreux, et avec lequel j'ai parlé un après-midi tout à fait mémorable chez lui. Alors, au fond, comment je suis venu à vouloir écrire un livre? Ça, c'est une autre histoire, au fond. Parce que, comme vous l'avez dit, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Alors, entre Weber, la laïcité et De Tienne, d'entrée de jeu, on peut dire qu'il y a un lien possible, très clair, et vous l'aurez dégagé sans moi, ce sont les sciences religieuses, bien entendu. Nombre de chercheurs qui travaillent sur la laïcité, et Philippe Bourgeot a cité Jean Bobéro, bon, sont des lecteurs de Weber, étant donné que tout ce qui peut être une analyse de la société par les divers ressorts, les diverses corrélations, les diverses affinités qui l'animent, les divers paradoxes de conséquences qui l'animent, les faits désagréables qui gênent le chercheur autant que le militant, sont très importants. Pour sa part, De Tienne est extrêmement attaché à cette notion de science religieuse. Ses travaux ne témoignent pas vraiment d'une lecture weberienne. On sait que quand il regardait du côté de l'Allemagne, et j'en parle dans le livre, c'est du côté de Walter Otto, bien sûr, chez les grands Allemands ou d'autres, vers lesquels il regardait. C'est normal, ce n'était pas tout à fait sa culture universitaire, ni même les sujets qui l'intéressaient beaucoup. Mais je dirais que vers les années 80, il va vraiment faire un retour et un investissement d'intérêt personnel à l'égard de la notion même de science religieuse, y compris dans leur contemporanéité. Et cela va se faire à la faveur, notamment, je pense, de l'anniversaire du centenaire de la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études en 1986. Et à l'époque, il était d'ailleurs membre du bureau de la section et il a contribué au centenaire et ça l'intéressait beaucoup. Et à l'époque, il a vraiment fait une espèce d'anamnèse de sa propre fonction là-dedans, de son propre rôle là-dedans, et il a vraiment fait un retour vers le 19e siècle, et vers le 18e même, mais plutôt vers le 19e, et il en fera plusieurs articles, par exemple dans l'Infini, dans la revue L'Infini, il y a un entretien de Tienne avec Philippe Solers qui s'appelle « Où en sont les dieux ?» et où, sous un intitulé plutôt général,
ben, il explique un petit peu ce que veut dire cette section, ce que veut dire la laïcisation de l'étude des religions, etc., etc. Donc là, je me suis retrouvé dans quelque chose de relativement connecté avec des liens, des viscosités de sujets les uns par rapport aux autres. Alors, en un mot peut-être, par rapport à l'envie d'écrire, c'est en tombant sur son livre de 63, préfacé par Jean-Pierre Vernant, sur le daimon. Et ce livre sur le daimon présente une simple préface, enfin une simple dédicace plutôt, en partie en grec, tirée d'un passage de l'Iliade, qui est un hommage au père nourricier. Et il cite son grand-père, mais je ne savais pas que c'était son grand-père, bien entendu, puisqu'il n'a pas son nom, c'est son grand-père maternel. Et je me rends compte en cherchant qu'il y avait ce grand-père. Et ce grand-père, je le retrouverai quand j'irai le voir, puisque chez lui, il y avait sa photo, que c'était un historien, que c'était un bibliothécaire, historien de l'art. Alors, comme beaucoup d'historiens de l'art du début du XXe siècle, il avait ses collections, en partie, je crois, obtenues légalement et en partie moins légalement, vers 1890-1900, vous savez, les collections étaient constituées d'une manière très libre, de manière assez générale, et il lui a donné un goût, une passion, de l'affection aussi, et lui a vraiment donné un sens de ce que pouvaient être les antiquités, mais qui devait le rendre libre. Et je dirai un mot là-dessus, mais lui, il ne voulait pas forcément être helléniste, latiniste. Les jésuites l'avaient rompu à l'exercice. Comme il disait, ils m'ont formé en pleurant et en chantant, ça veut tout dire. Mais du moins, il y avait eu cette espèce de formation extrêmement drillante, au sens du drill vraiment mécanique, au grec. Ça lui a donné un bagage, mais qui n'a pas été le but de sa formation au départ. Lui, il voulait faire du chinois. C'est pour ça qu'il était venu à Paris. C'était par l'intermédiaire de Jacques Gernet qu'il avait vraiment eu ce lien. Et puis Jacques Gernet lui a présenté son père, qui avait encore son séminaire à l'école pratique, Louis Gernet, qui était à l'époque un homme de presque 80 ans, tout de même, qui était toujours là. Et de Tienne a été séduit. Il a été séduit par Gernet d'abord, par Vernant ensuite, qui était au séminaire, par Ignace Meyerson. Il a même commis un article en 60 de psychologie historique. On sait que c'est un moment qui n'aura pas vraiment de grande pérennité, mais il a été séduit vraiment à ce moment précis. Et moi, j'ai voulu, et je terminerai peut-être par là, afin de laisser parler nos intervenants, j'ai vraiment voulu comprendre quelle était la matrice de ce chercheur, car au fond, c'est un livre qui interroge le monde de la recherche, à mon avis aussi, et les disciplines, les cloisonnements disciplinaires, une histoire émotionnelle des savoirs aussi, comme le dirait une collègue à moi, c'est de comprendre comment, à la fin des années 50 et au début des années 60, il s'est vraiment dépris d'une philologie dont il estimait avoir fait le tour. Alors, c'était son propre sentiment, mais il m'avait dit à 23 ans, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Donc, il fallait faire autre chose, donc du chinois. Il n'a pas fait du chinois. Il en a voulu faire par après, mais c'était un peu tard. Il me disait, le chinois, c'est très tôt où on oublie. Donc, j'ai vraiment voulu comprendre comment un homme quitte son ancrage, son pays, sa discipline d'origine, du moins en partie, et veut se porter vers un autre espace, d'autres disciplines, d'autres approches, l'anthropologie de la Grèce ancienne, bien entendu, avec un homme comme Vernant qui va l'aider, mais aussi une déprise du national. Et je terminerai par là. Je crois que c'est très important de comprendre les derniers livres de Marcel de Tienne à l'aune de ce passage au début des années 60 vers un autre espace que le sien d'origine. Vous allez me dire, la Belgique et la France, c'est du pareil au même, mais Philippe Borgeaud et d'autres qui sont parmi nous, qui sont suisses, savent très bien que la communauté linguistique n'est pas forcément une communauté à tous égards. Il y a des différences qui s'inscrivent lorsque vous arrivez, et pendant 7 ou 8 ans, en tant qu'étranger, on lui a demandé de renouveler son permis de séjour. Ça n'a l'air de rien, mais il y avait là une espèce de volonté aussi de comprendre comment un chercheur a pu penser le national, le passeport, l'hospitalité aussi. Il y a eu des échanges avec Derrida là-dessus que je n'ai pas
utilisé ici, autour de l'hospitalité, il était très sensible à ça. Et pour le coup, c'est quelque chose que Vernon connaissait très bien, l'hospitalité. Et voilà, je n'irai pas plus loin, simplement pour dire que je ne sais pas trop encore quel est le genre de ce livre. C'est une biographie, oui, c'est un essai sans doute, une trajectoire intellectuelle et peut-être une biographie organique, je dirais. Essayer de comprendre comment un moteur ainsi fait peut écrire, peut penser. Je pense que l'écriture est le sujet principal. Et je terminerai juste par un mot. Il y a, parmi d'autres sans doute, un chercheur qui a compris, je crois, Marcel de Tienne, c'est Michel de Certeau, qui était un homme qu'il aimait beaucoup. Il avait voulu le faire élire à l'école, mais ça n'a pas marché, il y a longtemps maintenant. Et dans l'invention du quotidien, oh ben voilà, Dominique Jaillard le possède. C'est magnifique. Voilà. Il y a un magnifique portrait de Marcel de Tienne. Historien aussi, anthropologue aussi, Marcel de Tienne a délibérément choisi de raconter. Il n'installe pas les histoires grecques devant lui pour les traiter au nom d'autre chose qu'elles-mêmes. Il refuse la coupure qui en ferait des objets de savoir, mais aussi des objets à savoir, cavernes où des mystères en réserve attendraient de l'investigation scientifique leur signification. Au fond, ce que De Certeau dit, et il y a plein de points communs entre les deux hommes, notamment la compagnie de Jésus, ce n'est pas rien du tout, et aussi la lutte avec l'ordre, je dirais, au sens de l'ordre dont on ne peut pas se déprendre, mais que l'on aime quand même. Certeau avait compris sans doute une chose qu'on reprochait beaucoup à De Tienne, qui était une lecture qu'on décommandait parfois. Un de mes directeurs d'études disait qu'un Nanterre dans les années 70, De Tienne n'était pas une lecture toujours conseillée par tous. On estimait que c'était un peu subversif, qu'il fallait mieux quand même lire Vernon, Ramnou, etc. Certeau a compris que ce style n'était pas seulement une façade, une mode, un effet. Il dit simplement que pour De Tienne, à un moment donné, pour comprendre les Grecs, le grec, il fallait rentrer dans leurs plumes, dans leurs mains, dans leur style, et qu'il y a un moment donné où on devait soi-même être un peu obscur, un minimum, et qu'il fallait que le lecteur fasse un pas. Il comptait sur le lecteur, je crois. Il lui faisait confiance. Et ça, c'était très intéressant, je crois, d'aussi relire De Tienne à cette aune-là. Et je dirais un dernier mot en vous lisant quand même quelques lignes de Marcel de Tienne, puisqu'on est là tout de même pour parler de lui à travers le livre. Bon, ça c'est très subjectif, mais comme nous sommes entre nous, vous ne m'en voudrez peut-être pas. C'est le livre que je préfère de lui, c'est Dionysos à ciel ouvert, par lequel je suis vraiment rentré dans son style. Je cite, Épiphane itinérant, Dionysos organise l'espace en fonction de son activité déambulatoire. On le rencontre partout, il n'est nulle part chez lui, pas plus dans un antre ou dans un coin de montagne qu'à l'entrée d'un sanctuaire ou dans la lumière d'un temple urbain. Son effigie tombe du ciel, son navire surgit sur la ligne d'horizon de la mer, à la tête d'un commando de femmes, il investit les portes de la ville, ou encore solitaire, il émerge des eaux abyssales de l'Erne en Argolide, il y a en Dionysos une pulsion épidémique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. On discutera après, hein. Je donne tout de suite la parole à Florence Dupont. Florence, à toi. Bon, et je suis vraiment très très contente d'être ici. Je vous remercie pour votre invitation et je commence tout de suite. Je voudrais rebondir sur une phrase qu'a prononcée Vincent à l'instant en disant que ce livre est aussi, interroge le monde de la recherche. Et disons qu'il y a plein de façons de lire ce livre, mais c'est ce fil que je voudrais suivre. Parce qu'en fait, ça va vous étonner, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un grand sentiment d'étrangeté. Pour tout vous dire, je n'ai rien reconnu. Alors, je vous explique pourquoi, et ce n'est pas évidemment tout à fait vrai, mais disons, c'est le premier sentiment. Alors, une première chose qui n'est pas du tout due
à la limite à ce qu'a écrit Vincent, c'est en fait le fait de revenir en arrière et de revenir sur ces événements intellectuels qui ont commencé pour moi, disons, dans les années 70. Et vraiment, là, je ne reconnais rien. C'est-à-dire que je ne reconnais rien. Ça s'est passé, mais pour moi, c'est du passé. Je veux dire, cette façon. Alors, en même temps, ça a été extrêmement formateur, instructif et tout ça, mais je ne pourrais pas être là-bas à nouveau. Hein. En effet, la façon de, disons, le type de travail intellectuel que ça a été, le pourquoi on travaillait, la forme d'investissement, et en plus c'est extrêmement paradisiaque. Je veux dire, c'était à la limite, je ne reconnais rien, mais je me souviens d'un paradis. Hein. On parlait tout à l'heure de la rue Monsieur le Prince. Moi, en fait, je suis la génération Monsieur le Prince. Avant, je n'ai pas connu, et après, je me suis détachée. Et donc, voilà, alors c'était formidable, mais au fond, maintenant, quand je lis la pensée grecque, la Grèce, Rome, je me dis, mais tout ça, ça n'a jamais existé. Je veux dire, c'était la pure fiction. Hein. Maintenant, on sait très bien que Rome et la Grèce, c'est pas du tout comme ça, 2 ans. Enfin bon, bref. Mais en même temps, évidemment, ça a été formidable, mais pour moi, c'est du passé. Donc, quand je le revois, je me dis, mais j'ai le sentiment effectivement d'une histoire. Et peut-être je suis aussi à distance que Vincent lui-même par rapport à cette histoire. Voilà. Donc, l'histoire, ça ne se fait plus comme ça. Mais en même temps, c'est formidable que ça s'est fait comme ça. Mais d'ailleurs, Marcel lui-même, je veux dire, à l'intérieur de ces années, hein, lui-même, enfin, il a fait quand même des changements assez brutaux qui d'ailleurs nous laissaient sur le bord. Hein. Il avait vraiment, je pense, lui aussi l'intuition que c'était pas comme ça. Hein. Donc il passait à un autre truc, mais c'était encore pas comme ça. Je veux dire. Et voilà. Donc alors que nous, on était dans le petit paradis, hein, on était contents, on était bien, on travaillait sur des choses qui semblaient avoir une réalité. Maintenant, je pense qu'il n'en avait pas, mais enfin bon, c'est autre chose. Alors, maintenant, mon deuxième sentiment d'étrangeté, c'est de rencontrer Marcel en personne. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais connu. Alors, je l'ai connu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, j'ai adoré ses livres. Pour moi, Marcel, c'était ses livres. Hein. Alors, je vais vous avouer tout. Hein. J'ai adoré Métis, j'ai adoré Le Sacrifice, j'ai adoré Les Jardins d'Adonis. Non seulement j'ai adoré pour moi, mais j'ai adoré enseigner à partir de là. Tout était tellement, enfin, j'allais pas simple, mais c'était vraiment un monde dans lequel on se retrouvait. Les Jardins d'Adonis en particulier, c'est formidable pour enseigner. Alors, donc on avait un grand sentiment de plaisir, et puis aussi, je voudrais quand même rappeler ce qui a été dit dans le livre, c'est qu'il nous a débarrassé, bon, pas tout seul, avec Vernon et Vidal, mais lui dans le domaine de la religion, de tout ce qu'il y avait avant, les dieux de la végétation, la fertilité, tout ça. Pouf, c'est parti. Et je veux dire que ça a fait du bien. Hein, ça a fait du bien. Mais voilà. Donc ça, c'était. Mais alors, évidemment, il nous a un peu secoué parce que quand il a commencé à dire l'invention de la mythologie, nous, on s'est retrouvés. Ah bon? Bon, finalement, il a raison, mais voilà. Et puis, alors, donc voilà, c'était donc sentiment d'étrangeté, c'est-à-dire qu'en fait, moi je ne l'ai pas connu personnellement, j'ai jamais discuté avec lui pour des raisons d'ailleurs qui tiennent, je pense, à sa personne, sa personnalité. C'est-à-dire que moi j'appartenais à un groupe très, je ne vais pas fusionnel, il ne faut pas exagérer, mais très amical autour de Jean-Louis Durand, de François Lissarag, de Stella, etc. Et en particulier, on avait un séminaire absolument fou, mais génial, sur les images. Mais lui, on ne le voyait jamais. Je veux dire, il n'était pas, bon, c'était pas son univers. Donc, en réalité, on était de ce côté-là, hein, et on le voyait de temps en temps, mais sans plus, et pas comme avec les autres. Alors aussi, je voudrais juste terminer sur... J'ai jusqu'à quelle heure? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va? Quand je suis trop longue, vous m'arrêtez. Hein. On te dira.
Voilà, merci. Alors, il se trouve, mais ça c'est bon, c'est juste pour ajouter un peu à ce qui a été dit, hein, c'est que récemment j'ai relu du Mésil, donc évidemment, ça ne marche pas 5 secondes, mais bon, peu importe. Peu importe, les journaux européens, tout ça, bon, sans doute vont tous tomber dans la poubelle, mais du coup, j'ai relu d'autres choses de Dumézil, en particulier, c'est son discours d'entrée à l'Académie française, où il dit que tout ça n'a jamais été sérieux. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé génial, hein, parce que, bon, il y a un côté ludique, et je me suis dit qu'il y avait aussi, peut-être moins chez Détienne, ce côté ludique, c'est-à-dire qu'en fait, on y va, mais au fond, on regarde ce que ça donne, on s'amuse avec, hein, et puis on verra bien. Hein. Et enfin, j'ai aussi eu ce sentiment-là, hein, seulement ce qu'a fait Détienne, c'était pas dangereux, ce qu'a fait Dumézil, c'était un peu plus dangereux. Donc voilà, donc c'était juste pour donner ça. Et puis, évidemment, j'ai retrouvé d'Étienne avec un grand sentiment de bonheur avec Comparer l'incomparable. Parce qu'effectivement, alors là, il a débloqué un truc. Parce qu'on voulait comparer, mais on disait, bon, voilà, alors, bon, ça coinçait, les Lévi-Strauss coinçait, tout coinçait. Et là, il a sorti ça. Et c'était quand même, bon, pour moi, ça reste d'autant plus génial que actuellement, on travaille beaucoup avec les comparatistes, les antiquisants ayant sans doute perdu un peu de leur aura, hein, bon, pour des raisons un peu tristes, mais en tout cas, voilà. Et puis, donc, en fait, on travaille beaucoup avec les comparatistes, et pour les comparatistes, ce livre-là, là aussi, ça a tout... ils sont devenus fréquentables depuis qu'ils ont lu d'Étienne. Voilà, donc ils ne sont pas dans la nature humaine, ils ne sont pas non plus, et on n'est pas non plus chacun dans sa petite ethnie. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un grand moment. Bon, puisque je suis, donc je ressentais d'Étienne plutôt du côté de son apport intellectuel que de sa personne. Alors, tout de même, je voudrais terminer juste sur cette affaire dont Vincent parlait à la fin, qui est sa difficulté d'être en France. Et alors, ça m'a. Parce que, alors qu'il était belge, enfin, bon. Alors, en fait, au centre Gernay, il y avait pratiquement, enfin, la moitié entre guillemets étrangers, parce que je les avais passés comme ça, hein, Jasper suédois, John luxembourgeois, Stella grec, donc lui belge, etc. Hein. Donc, je trouve que c'était justement très, très bien à cause de ça. Alors, donc, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Hein, et aussi, et c'est mon dernier étonnement sur ce livre, c'est l'idée qu'il ait pu avoir une stratégie de carrière. Parce que nous, notre groupe, si je peux dire, on n'y pensait jamais. Et pour moi, il allait de soi que personne au centre avait une stratégie de carrière. Et je dois dire que lorsqu'il y a eu cette affaire du Collège de France, je suis tombée de haut. Et j'ai été un peu déçue. Je me suis dit, comment Marcel s'attache à un truc aussi lamentable que le fait de faire carrière ou pas, c'est pas lui. Et au fond, je l'avais complètement mythifié. Hein. Et voilà. Et après, bon, en plus, partir aux USA parce qu'on est vexé, m'a semblé quand même un peu stérile. Mais bon, ça, c'est juste entre nous, et sans doute, c'est parce que je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est surtout que ça ne l'a pas arrangé, quoi. Alors, voilà. Donc, bon, c'est un peu, enfin, c'est subjectif, hein, c'est sans doute de réaction un tout petit peu épidermique et peut-être malvenue. Enfin, je voulais quand même le dire, puisque, par ailleurs, bon, je voulais rendre un hommage vraiment fort à tout ce qu'il nous a apporté. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Florence, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce paradis que tu as évoqué. Oui, c'est vraiment très bien. Merci. Alors, je donne tout de suite, on discutera après, hein. Je donne tout de suite la parole à Sarah Scholl. Merci. Alors, merci pour cette invitation. Je vous remercie, et je remercie en particulier Vincent. Et une fois n'est pas coutume, je vais aussi remercier le télétravail et l'enseignement à distance. On va en profiter
parce que dans ce cas présent, ça m'a au moins apporté une bonne chose, c'est cette rencontre avec Vincent qui a eu lieu il y a quelques mois dans, disons, à peu de choses près, milieu de la deuxième vague, dans le cadre d'un séminaire de l'école pratique des hautes études, justement. Est-ce qu'on se serait rencontrés à Paris? J'en sais rien, mais en tout cas, les ondes ont été favorables. Et nous nous sommes rencontrés et nous avons pu commencer à esquisser des échanges intellectuels et tout ça sans bouger de nos appartements. Cette rencontre avec Vincent a été un plaisir rare et une surprise aussi parce qu'il est pour moi précieux de trouver un collègue, un 19e qui travaille sur la laïcité, sur la sécularisation, hors du strict champ français, en n'hésitant pas à se nourrir, à se mettre à l'écoute de l'Antiquité, des spécialistes de l'Antiquité et de l'histoire des religions, des sciences religieuses, comme il l'a fait dans ce livre que nous célébrons ce soir et que nous discutons ce soir. Je suis donc très heureuse d'être avec vous, même si mon expertise ici est très décalée, vous allez le voir tout de suite, et ma propre mise à l'écoute à la fois du livre de Vincent et du travail de Marcel Détienne va être immédiatement rapatriée dans mes propres champs de recherche. Vous allez le voir tout de suite. Cette rencontre est double parce que la rencontre avec Vincent donc, et l'invitation à cette table ronde m'a permis d'entrer en dialogue avec ce Marcel Détienne intime et dérangeant, radioactif et transgressif. Ce sont les mots de Vincent au début de son ouvrage, des mots forts, mais qui me semblent tout à fait adéquats. Marcel Détienne, comme Vincent l'avait pressenti en me demandant de participer ce soir à cette rencontre, vient me chercher, m'interpeller sur la question du comparatisme. C'est en particulier cet aspect-là. Il pourrait y avoir les mythes, bien sûr aussi, mais j'ai retenu pour notre discussion la question du comparatisme. Avec cette attaque très directe de Détienne contre les historiens et qui en fait résonne très positivement à mes oreilles pour toutes sortes de raisons. Comme historienne de la laïcité et de la sécularisation, mais aussi et peut-être même surtout comme historienne du christianisme, puisque c'est, comme l'a dit Philippe Borgeaud tout à l'heure, ma principale spécialité, je pratique au quotidien une comparaison des comparables. Voix moquée, décriée par Marcel Détienne donc dans son essai de 2000, comparer l'incomparable justement. Mais une voix qui, à moi, donc cette comparaison des comparables, me semble déjà passablement semée d'embûches. Comparer des sociétés comparables, des nations voisines, des églises concurrentes, peut se faire avec différents buts, par différents moyens. On peut d'abord comparer pour chercher avant tout des différences. Comme historienne suisse, francophone, intéressée à la laïcité, la comparaison vient naturellement, elle va de soi. Oh. Lui-même est intraduisible. Dans ce champ, ce qui est donné d'abord, c'est l'exception française. Mais je travaille depuis la Suisse et bien souvent sur la Suisse. Il me faut donc faire avec le Sonderfall helvétique, ou plutôt les cas particuliers helvétiques. Et il y en a à tous les coins de rue. Le fédéralisme, la démocratie pluriséculaire, les miettes d'identité nationale, la mixité confessionnelle, etc., etc. Donc, chercher les ressemblances revient donc sur des thèmes comme la laïcité, comme la sécularisation, à renverser des récits nationaux qui, même s'ils ne sont pas toujours le fait des historiens, sont tellement ancrés qu'ils façonnent à chaque instant, si j'ose dire, le travail historique lui-même. Et dans le champ de l'histoire du christianisme, comparer pour trouver la même chose, pour trouver des ressemblances, donc trouver la même chose dans le catholicisme, dans le protestantisme, peut à l'occasion se révéler tout à fait radioactif, pour reprendre un terme qu'on vient d'entendre. Trouver la même chose, chercher et trouver
chercher, comparer et trouver la même chose dans le catholicisme et dans le protestantisme est réellement problématique au regard de là où on en est en fait dans le champ de l'histoire religieuse du christianisme. Je pourrais vous donner l'exemple des rites, du rapport au clergé, de la haine de l'autre. Il y a ici aussi, de manière assez urgente, à construire des comparables. L'interpellation de Marcel Détienne résonne donc de manière très actuelle, même si elle n'est pas bien ancienne, mais elle est toujours très actuelle. Mais comparer pour trouver des différences ou des ressemblances, cela reste comparé par silo, si j'ose l'expression. Silo national, Suisse, France, Québec, Belgique, sans parler bien sûr d'aller plus loin, pour rester dans mes champs ici, silo confessionnel, catholicisme, protestantisme, religion grecque, égyptienne, hébraïque, romaine, puis chrétienne, etc. Et lorsqu'il y a 10 ou 15 ans, mes collègues d'histoire contemporaine ont commencé à parler constamment de transnational, j'ai d'abord tiqué, méfiante de cette nouvelle étiquette. Qu'est-ce que le transnational? Pourquoi avons-nous besoin de ce mot? Pourquoi avons-nous besoin d'utiliser ce mot? Avant de me rendre compte que je pratiquais la chose quotidiennement depuis mes travaux de thèse et d'adopter en fait gaiement ce mot à la mode pour mon propre compte. Quand on compare du comparable, comme je le fais, quand on compare des voisins, des pays voisins, des confessions voisines, il est essentiel, me semble-t-il, de prendre en compte tout ce qui lie les gens, les choses, les idées, les inspirations réciproques. Toutes les inventions qui se fabriquent ensemble, tout ce qui fait fi des barrières nationales, linguistiques, religieuses. Ce qui dit le tissage de nos sociétés. Comparer le comparable, comparer l'incomparable, tout ça sont des mots. Et l'important, il me semble, à lire d'abord Vincent, puis à relire d'Étienne, mais surtout à découvrir en fait ce chemin de vie de Détienne avec tout ce qu'a exprimé Vincent en introduction, tout ce qu'a redit Florence sur cette était-il vraiment un étranger à Paris, comment se vivent ces étrangetés par des voisins en fait, à relire tout ça. Il me semble qu'au-delà des mots, l'important, c'est peut-être la posture, une posture de recherche attentive aux dépendances réciproques, attentive aux communs, assez comparables justement à travers des cultures qui peuvent être plus ou moins lointaines, des époques, des autres qui peuvent être lointains dans l'espace ou dans le temps. Et c'est peut-être d'autant plus important qu'il me semble que, comme Détienne le disait déjà, mais peut-être que 20 ans plus tard, on est encore à un autre degré, à une autre étape de ces reconstructions de chapelles, de villages, d'autochtonie, qui, me semble-t-il, poussent un peu sous nos yeux, on le voit quotidiennement. Ça, c'est un des points qui me semble important à discuter en écho avec ce travail à la fois de Vincent et bien sûr de Marcel Détienne. Le micro, Philippe. Merci Sarah, merci beaucoup. On m'entend? Oui, oui, c'est tout à fait une perspective originale. Voilà, merci beaucoup. Alors, mais on rediscute encore une fois plus tard. Donc, je vais donner maintenant la parole à Dominique, au fond, à l'élève, quoi. Voilà. Et merci Philippe. C'est pour moi une occasion effectivement très, très émouvante parce qu'il y a cette relation d'élève et ce sentiment d'essayer de continuer et de prolonger le travail de Marcel Détienne. J'aurais beaucoup à dire, je vais peut-être juste sélectionner quelques petits points. Dans un article en hommage à Vernant paru dans Arion en 2009, Détienne affirmait
qu'il n'a jamais écrit et n'écrira jamais un éloge funèbre. Et il ajoutait, avec son ironie habituelle et son sens du jeu, de la distance où se logeait déjà toute la possibilité d'une critique sans fin, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et peut-être que la chose dont je saurais tout particulièrement gré à Vincent Genin, c'est d'avoir tenté tout autre chose et tout autrement, d'avoir essayé de saisir le mouvement d'une vie et d'une pensée conjointement, d'en appréhender quelque chose que on pourrait dire être le tempo, pour reprendre l'expression d'un titre de Patrice Leraut, et d'en avoir appréhendé le tempo par l'écriture. Car le livre de Vincent Genet est un travail écrit, c'est un travail d'écriture. Et ça, c'est en ça immédiatement qu'il n'est pas la biographie, il le dit, n'est pas la biographie scientifique, le travail érudit, même s'il a toute la rigueur qui convient à ce type de travail, c'est une œuvre personnelle qui essaie en quelque manière de raisonner avec son objet. Et je suis malheureux d'employer le terme objet, puisqu'on n'est pas justement dans une relation d'objectivation. Il s'agit d'essayer de suivre et en spirale, de manière non linéaire, les linéaments de l'histoire d'un homme et en même temps de 60 ans d'histoire de la vie intellectuelle. Une tâche presque folle, il faut être jeune. Moi, je n'oserais pas, élève de Détienne, écrire un livre. Quand je dois écrire 10 lignes sur Détienne, je suis angoissé. Oser ça et prendre le risque que tous ceux qui ont plus que moi, parce qu'ils l'ont connu bien avant, travaillé avec Détienne depuis les années 60 et à redire sur telle ou telle chose qu'ils n'ont pas perçue de cette façon-là. Il y a quelque chose d'un peu fou, mais de très beau dans cette tentative-là, mais d'autres sans doute pourront le dire, de réussir. Et surtout, ce qui peut-être est intéressant, et j'ai l'impression que c'est vraiment chez Vincent Genin une démarche consciente, c'est que le type d'écriture qu'il a choisi, dont il a choisi d'user, est en quelque manière, là encore, dans un rapport sinon mimétique, mais du moins dans un rapport de miroir avec l'écriture d'Étienne lui-même. Parce que la pensée de Détienne, dans son mouvement et dans ses constants efforts de se déplacer, de se ressaisir, elle passe largement par un type d'écriture. Et nous avons été plusieurs déjà à dire que nous avons rencontré Détienne d'abord par ses livres et son écriture. Et c'est aussi mon cas. Je lisais Détienne comme un espace de liberté, comme une œuvre qui me faisait rêver quand j'étais encore jeune étudiant, enfermé, non pas dans la cage des sciences religieuses, pour reprendre le titre d'un papier de Marcel Détienne, mais dans la cage des philosophes de Paris IV, avant de sauter le pas et d'aller un jour le trouver pour lui demander de diriger une thèse d'anthropologie et d'anthropologie sur le polythéisme, les polythéismes de l'Antiquité. Il y a cette écriture, et cette écriture dont Michel de Certeau dit qu'elle récite. Et il écrit récite, ré-cite, où il y a à la fois la citation et la réécriture, ces gestes tacticiens. Il dit les pratiques grecques en récitant les histoires grecques. Le récit n'exprime pas une pratique, ne se contente pas de dire un mouvement,
il le fait. Là, je cite Certeau. Et c'est quelque chose de très important qui donne d'ailleurs à certains de ses livres cette dimension presque de conte, cette dimension mythique. Et encore pour évoquer un souvenir personnel, je ne connaissais pas encore personnellement d'Étienne, je connaissais bien par exemple Jean-Louis Durand qui travaillait avec lui, mais avec quelques amis élèves comédiens du conservatoire à Paris, nous parlions souvent d'Étienne, et ces jeunes comédiens étaient absolument fascinés par la prose d'Étienne. Ils rentraient dedans, et là, il y a quelque chose, je crois, de très important. D'Étienne ne livre pas tous les prémices, tout l'appareillage qui construit cette réécriture, cette remise en mots de ce qui est son objet d'étude, mais il le laisse en quelque manière scintiller, miroiter dans le lecteur. Et pour moi, c'était fascinant de voir de jeunes comédiens qui n'avaient absolument aucune connaissance savante de l'Antiquité, comprendre aussi bien Dionysos ou telle autre chose. Ça a même donné lieu à un projet dans lequel j'étais embarqué de mise en scène d'Aristophane. Et ça, c'est aussi la force de l'Étienne. Mais tout de suite, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette écriture, elle est en même temps, et justement dans la façon même dont elle procède, critique. Elle n'est pas simplement, elle ne consiste pas à raconter, mais quand, comme le dit Certeau, il raconte quelque chose, eh bien, toute la puissance d'analyse, de mise à distance est là. Et ça, c'est probablement un des grands talents de sa plume, toute la force de déplacement que son œuvre recèle, elle est là, presque non dite dans son écrit, mais pour celui qu'elle frappe, le déplacement a lieu. Et de ce point de vue-là, dès ses écrits très tôt, des années 60, d'Étienne parle aux modernes et parle de nous en parlant des autres, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de travailler l'Antiquité comme ce que Florence a plus tard appelé le territoire des écarts. Et ça, c'est une très grande force. Et dans cette façon de dire sans tout dire, et de toujours aller de l'avant, parce qu'au fond, il y a des discussions, j'ai vu à travers le livre, pour savoir s'il y a plusieurs d'Étienne, un d'Étienne d'avant, un d'Étienne d'après. Ce qu'il y a surtout, c'est quelqu'un qui n'était jamais prêt de figer sa pensée, mais une pensée en mouvement. Et tous les retours étaient des manières d'aller plus loin, mais plus loin, ça voulait dire souvent ailleurs, en remettant tout sur le métier et en procédant à rien moins qu'une nouvelle cartographie des savoirs, des pratiques, des concepts dont nous usons et de ceux dont nous parlons. Et ça, je pense, je le retrouve, je ne sais pas si, Vincent, si vous avez cité Foucault dans votre, je ne me souviens plus, dans votre livre, mais c'est quelque chose que, oui, que je pense d'Étienne partage avec Foucault. Il y a autant de philosophie de Foucault qu'il y a de livres de Foucault, et il n'a jamais pris le temps de tout clarifier, de tout expliciter. Il y a mieux à faire. Il faut continuer à aller de l'avant. Et Marcel d'Étienne aussi, d'une certaine manière, a fait ça. Et peut-être ça complique pour certains de ses lecteurs la compréhension du cheminement, mais c'est aussi ce qui fait sa prodigieuse inventivité et sa prodigieuse fécondité. Alors, le temps passe très vite, ça va me permettre de rebondir sur le titre de votre dernière partie, la fraude. Alors, tout respect dû au prince de Condé, pour qui j'ai toujours eu la plus vive admiration, c'est vrai, mais en même temps, intitulé
cette dernière phase de la vie d'Étienne la Fronde, n'est-ce pas d'une certaine manière privilégiée, outre la dimension réactive? Parce que, et là, Étienne était un écorché vif, donc extrêmement sensible et réagissant. Et sans doute, l'épisode du Collège de France sur lequel vous êtes revenu, Florence est revenue, est à penser par rapport justement à cela. Mais il y a aussi, dans sa polémique même, qui le protège, qui marque les réactions, le fait qu'il écrive des pamphlets, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du masque, où peut-être l'essentiel se cache. Et c'est cet essentiel qui est l'avenir de la pensée d'Étienne, sur lequel je voudrais insister, à savoir qu'il y a tout un ensemble de propositions qui dessinent de nouvelles cartographies, des déplacements profonds. Et là, nous n'avons pas fini, nous avons à peine commencé à prendre de la mesure de ce à quoi nous engage le comparatisme constructif et expérimental qu'il propose. Une navigation de haute mer. Alors je sais, quand je parle de ça à certains de mes étudiants, il y en a qui marchent, il y en a qui ont peur de s'embarquer tout amarre lâché dans un travail où nous sommes transformés en même temps que dans l'entreprise de mise en relation des configurations frottées différentes, des configurations en écart, frottées les unes aux autres, le regard sur les autres comme sur nous change, se transforme, et de nouveaux possibles pour la pensée, pour la recherche, pour poser nos propres questions autant que pour la compréhension des différents objets de recherche s'ouvre. Et je dirais que la fécondité de ce comparatisme qui, je cite, construit en démontant, décomposant, recontextualisant. Et là, il y a quelque chose sur lequel il y aurait un livre de philosophie à écrire, c'est-à-dire quelque chose où la déconstruction et la construction sont pensés comme des partenaires emboîtés les uns dans les autres, et où de nouveaux paysages se font jour en même temps que le travail critique sur nos héritages se déploie. Alors, sur ce thème, je pourrais continuer longtemps, peut-être pourrait-on prendre juste le merveilleux exemple de la manière dont il recompose et reconfigure complètement l'héritage lévi-straussien autour de la relation, de la transformation du concept, du contexte, les trois termes qu'il retient dans Les Grecs et nous, page 56. Bon, ça, ce serait le programme, mais Vincent l'a dit, ce n'était pas la biographie intellectuelle. Et je finirai, parce que je crois que j'ai dû dépasser mon temps, Philippe, oui, je finirai sur un appel, un vœu. Ce livre est constitué en grande partie à partir d'archives, et d'archives dont je ne soupçonnais pas la richesse. Et je pense qu'il serait souhaitable qu'une partie des documents qui ont été exploités pour ce livre puissent un jour prendre le chemin de la publication et constituer une archive publique d'une grande partie de l'histoire intellectuelle de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. Merci Dominique, merci. Merci. Ce que tu as dit de l'écriture, qui n'en finit pas, enfin qui se reprend, et qui me fait penser à la dernière page du livre de Vincent, où il dit que d'Étienne cherchait la note. Il cherchait toujours la note. Et c'est une note jamais acquise. Hein, j'ai bien aimé cette expression dans le livre de Vincent. Alors écoutez, maintenant, je vais peut-être dire juste un mot avant d'introduire la discussion. Je dirais que personnellement, ce que j'ai connu d'Étienne, ce n'était pas par l'écriture, parce que je l'ai rencontré grâce à André Hurst,
alors que je passais un examen à l'université, enfin mon examen final d'ailleurs, enfin pas le doctorat, mais la licence, comme on disait. Et il m'avait dit, comme je travaillais sur le miel et la mythologie des abeilles, des cigales, des abeilles, il y avait aussi pas mal de catastérisme et de choses comme ça. Il m'a dit, il faut absolument que vous rencontriez, vous voyez à l'époque, d'Étienne. Alors moi, je ne connaissais pas d'Étienne. Je ne connaissais pas du tout. Alors, je me suis précipité. Il m'a donné le numéro de téléphone. Alors, avant de téléphoner, j'ai été à la bibliothèque, puis j'ai regardé. Puis j'ai vu qu'il y avait déjà 4, 5, peut-être 6, je ne sais pas, livres. C'était en 1970. Et je me suis dit, ça doit être un vieux monsieur, d'Étienne. Alors, je lui téléphone. Et puis, bon, il parle, mais il a une langue qui m'a fait penser, vu de ma province suisse, je me trouvais à la cour de Versailles, d'une certaine manière. Et je me suis dit, ce monsieur doit être âgé. Alors, j'avais rendez-vous à la Sorbonne, à la place de la Sorbonne, dans un bistrot qui nous avait donné le nom du café. Et chaque fois qu'il y avait un vieux monsieur avec une serviette, je me levais en pensant que c'était d'Étienne. Et j'ai vu arriver un jeune homme qui avait 10 ans de plus que moi, mais qui était encore un jeune homme. Donc, et c'est seulement après que j'ai lu d'Étienne. Donc, j'ai commencé à parler avec lui. Alors, on a parlé beaucoup de miel, d'astronomie, pas d'astrologie, alors jamais ça, mais de mythologie des constellations, d'ambroisie, de choses magnifiques. Et je me suis trouvé, et je m'arrêterai là, parce que c'est juste une évocation quand même que je garde au fond du cœur, si j'ose dire. Je me suis trouvé au cœur d'un chantier réel, parce qu'il achevait en fait, il achevait ses jardins d'Adonis à ce moment-là, et il pensait déjà à son prochain ouvrage qui serait une mythologie du miel, et qu'il a abandonné. Et c'est d'Étienne, ça, c'est-à-dire il change de direction tout le temps. Ça a été dit aussi très très bien dans le livre de Vincent. D'Étienne pensait que il aurait pu continuer indéfiniment sur cette voie. C'était devenu facile, c'était devenu répétitif, donc il ne fallait pas le faire. Mais les discussions que j'ai eues avec lui à ce sujet-là sont inoubliables. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Donc là, j'ai un souvenir merveilleux. Donc, et un souvenir de cette époque des années 70 à la rue Monsieur le Prince, qui est un souvenir paradisiaque, comme disait Florence. C'était vraiment paradisiaque, la discussion entre... Et puis, on voyait aucune compétitivité, rien du tout. Là, hein. Moi, je voyais aussi que des choses positives. D'ailleurs, là, je conclurai là-dessus pour mon propre sentiment. C'est-à-dire que le livre de Vincent est un livre quand même qui montre beaucoup, à juste titre, le personnage déchiré, quoi, le personnage douloureux en quelque sorte. Hein. Mais moi, ce que j'ai connu d'abord, c'est un personnage qui nous fait plaisir à voir, enfin, je veux dire, qui était jubilatoire, espiègle. Il y avait un côté espiègle. Dominique, tu as parlé de la critique. Hein, oui, il avait un sens il fallait qu'il soit en contestation avec les autres, mais c'était jubilatoire d'abord. Peut-être que c'est devenu un peu plus pénible par la suite, mais au début, c'était nécessaire. C'était nécessaire de s'amuser. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que je l'ai conduit dans ces années-là, en Haute-Savoie, une fois, dans une ferme où il allait en vacances avec ses enfants. Et je me suis retrouvé dans sa voiture, sur l'autoroute, à sortie d'Annemasse, en direction de la Vallée Verte. Et il y avait des travaux. Donc, il y avait des petits cônes de plastique tout le long de la route. Et sa voiture s'est transformée en bolide soudain, et les petits cônes étaient éjectés les uns après les autres, et il avait l'air d'avoir un plaisir fou. Et pour moi, c'est l'image, c'est la métaphore de d'Étienne, ça. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans son écriture, d'ailleurs aussi, qui était de cet ordre-là. C'est-à-dire le plaisir, de la transgression peut-être, mais en tout cas espiègle, ça c'est sûr. Donc, tragique, peut-être, certainement, surtout vers la fin, espiègle aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais redonner, d'abord, avant de donner la parole à tous nos hôtes ici, je vais proposer quand même à Vincent de nous
reprendre parce qu'il a entendu ce qu'on a dit et puis voir comment lui réagit d'abord. Voilà. Merci beaucoup Philippe et merci à chacune et à chacun pour votre lecture. Ça me touche énormément, vraiment. Enfin, vous voyez que ce ne sont pas des mots. Être lu quand on écrit, bah, c'est la seule chose qu'on espère. Et ça sort d'une forme de solitude qui est très salutaire. Et après, il y a autre chose qui doit venir. Et bon, je ne vais pas répondre à tout ce que j'ai noté, ce serait beaucoup trop long. Mais il est vrai qu'il y a peut-être quelques points que je pourrais mettre en exergue et qui, en effet, me semblent très, très importants et dans ce que vous avez dit, parce qu'il faut que je digère un peu ce que vous m'avez raconté, parce que, comme vous le savez, je n'ai pas la science infuse. C'est un appel, au fond. Et Dominique Jaillard l'a dit, il y a une forme d'appel dans ce livre aussi. Le boulot est à faire. Donc, j'ai lancé une espèce de bouteille à ma manière, assez subjective. Je pense aussi que c'est une étape qui était nécessaire pour moi en termes d'écriture, après quelques années très sérieuses et d'autres qui le seront encore, mais parfois il faut respirer et je pense que c'est en respirant qu'on travaille. Alors, comme le disait Florence Dupont au début, je comprends très bien l'étrangeté qu'elle a ressentie par rapport à l'ambiance, c'est-à-dire l'idée de se battre pour des idées, j'allais dire, très brièvement, très rapidement, à quel point on pouvait se déchirer pour un livre, pour un article, etc. Et ça me rappelle un ami de mon âge, un peu plus âgé que moi, qui est en études littéraires, et quand il a lu, il m'a dit, mais c'est pas possible, tes types, je ne m'identifie pas à eux. Il me dit texto. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois, je les adore, mais je ne pourrais pas me disputer avec un collègue pour un livre. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a glissé de ce point de vue-là, et dont il était aussi un symptôme, puisqu'il a écrit des livres symptômes. L'invention de la mythologie, c'est un livre symptôme. C'est vraiment, pour le coup, c'est un pavé dans une mare, mais pas tant pavé que ça, parce qu'une chose que j'ai remarqué en faisant des entretiens, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais j'ai décidé de ne pas baser le livre sur des entretiens oraux de manière majoritaire, car la mémoire flanche, comme le dit la chanson. Mais ici, il y a vraiment un retour de ce livre qui est très intéressant. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui ont 35 ans plus tard, ils se disent quand même, c'était pas mal, c'était intéressant. Sur le coup, ça a secoué tout le monde, mais ça tient pas mal la route. Et ça, c'est, je crois, la meilleure chose qu'un chercheur puisse entendre. Et j'espère qu'il a pu quand même, à un moment donné, aussi le percevoir. Et d'ailleurs, au fond, en 82, l'année qui suit la parution de l'invention, Vernant écrit un article dans une revue qui n'est pas extrêmement diffusée. Et Vernant est plutôt d'accord avec certains atouts. Donc, mais c'était pas dans les annales, quoi. Donc, il faut aussi du temps pour que les idées percolent et pour parfois un peu comprendre les convergences qu'il y a pu y avoir. Donc, se battre pour des idées. C'est vrai qu'il passait d'une chose à l'autre, mais qu'il y a cette unité. C'est ça que j'ai voulu aussi comprendre. C'est-à-dire, il y a un, il y a deux de tiennent. Non, il y en a un et il y en a 1000, en fait, je crois, tout simplement. Mais c'était très saccadé. Ça allait très vite, comme ça. Et puis, quand un mouvement va très vite, il n'y en a plus qu'un. Puis, si on regarde de près, il y en a beaucoup. Et donc, il y a un petit côté comme ça. Et c'est ce qu'a souligné très justement Dominique Jaillard avec le tempo. Je suis très heureux que vous ayez ressenti ça parce que j'ai voulu, et Philippe l'a souligné avec le mot note à la fin, c'est presque inconscient que j'ai mis ce mot à la fin comme coda parce que il m'a inspiré en le lisant une forme de musicalité extrêmement obsédante et le fait ça me fait penser à un oiseau de proie qui tourne autour de sa proie et puis qui tourne, puis qui fatigue aussi les autres, parce que bon, à un moment donné, c'est fatigant aussi tout ça. Ça isole un peu, bon, et puis quand on l'a trouvé, il y a une jubilation. Ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire le fait de chercher une note, une obsession, et parfois ça peut mener, lorsque l'on a trouvé, que l'on défend, que l'on se bat, ça peut donner de la dispute, ou la disputatio, au sens premier du terme, et le plus noble aussi. Et là, je dois dire que c'est quelqu'un qui m'a tout de suite orienté sur cette notion, c'est Maurice Hollander. Je lui avais parlé du livre assez tôt, et il m'a dit une chose très, très juste.
Et il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit, n'oubliez pas, lui aussi, il a rencontré Marcel, je crois en même temps que Philippe, c'était à la même époque, grosso modo. Et il m'a dit, n'oubliez jamais qu'il a été formé par les jésuites, en effet, et qu'il a gardé la disputatio chère au père de l'Église. Ah, Et ça m'a plongé dans une grande méditation. Et ça tient la route, cette histoire, quand même. Ça tient la route quand même pas mal. Et je me suis toujours dit qu'à la place d'une chaire autour de la Grèce ancienne à l'EPHE, il aurait peut-être pu avoir une chaire de patristique. Je crois qu'il aurait été, s'il l'avait voulu, un excellent professeur de patristique. Donc, mais je crois qu'il ne le voulait pas. Mais ça l'a aidé. Aussi, par rapport aux espaces qu'il a traversés et la volonté de pousser cette écriture, il y a de très beaux entretiens qu'il avait donnés à France Culture à Pascal Lismonde il y a 30 ans. Pascal Lismonde étant elle-même très marquée par cet entretien, qui est quelqu'un de très gentil. Là, il parle clairement, au fond, de la volonté de tourner, de trouver, d'écrire. On lui demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez rencontrer, que vous auriez voulu rencontrer? Et lui, il dit personne, sauf René Char, mais il vient de mourir. C'est très amusant quand même, personne. Donc, il y a aussi ça qui tourne autour de ce qu'on dit. Moi, ça me fait penser à une phrase d'Hemingway de Tienne un petit peu, qui disait un écrivain sans oreille, c'est un boxeur sans main droite. Donc, c'est très important d'avoir l'oreille pour pouvoir se battre aussi, hein, en un sens. C'est une forme de petite guerre. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long. Je dirais simplement que, en termes de texte, en effet, 1 de Tienne, 2 de Tienne, etc., 1000 de Tienne. Je crois que c'est très important de citer une personne et un texte au moins, puis après je terminerai avec autre chose. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup, que vous connaissez bien sûr, mais qui m'a beaucoup aidé à sortir de cette espèce de dichotomie un petit peu sclérosée. C'est cet article de Critique, paru en 75. Les Grecs ne sont pas comme les autres. Bon, 75, hein, on n'est pas en 2000. Et au fond, ce texte qui est aussi, comme le veut Critique, un compte-rendu de plusieurs livres, dans un contexte bien déterminé, il termine tout de même en écrivant « Ensuite, dans les mythes de la Grèce, mis à part quelques éléments irrationnels, c'est de l'homme qu'il est question. La mythologie de l'Hélène est dominée par l'anthropomorphisme. D'ailleurs, regardez, bon, ce qu'ils ont inventé. La littérature, l'art, les sciences, le droit, la politique. Rien à voir avec ces pêcheurs de saumon, les Tchimchian. Non, vraiment, les Grecs ne sont pas comme les autres. Point. » Donc, et là, on est en 75. Et il y a quelque chose qui se passe, je crois, chez lui à ce moment-là. Et une personne qu'il a admirablement compris, c'était une collègue proche, il l'estimait beaucoup, et je crois que c'était mutuel, c'était Nicole Leroux. Et dans un article de Nicole Leroux, Back to the Greeks, je trouve qu'elle fait elle aurait fait un bon psychanalyste de Detienne, je crois. Elle comprenait pas mal de choses, elle n'écrivait pas tout, mais pour moi, c'est sans doute elle qui a, à un moment donné, cerné ce moment d'une manière extrêmement claire. Alors, comme le disait Dominique Jaillard, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur l'archéologie intellectuelle de ce qu'il a écrit, la portée que ça a eu. Et il y a quelques jours, là on est en pleine actualité, sont parus en poche, enfin je dirais, ce n'est pas des poches, en édition point, les premiers cours du Collège de France de Michel Foucault, leçons sur la volonté de savoir, 1970-71, et on sait que Foucault a lu Les Maîtres de vérité. Mais quand on lit ce livre, on se rend compte qu'il n'a pas seulement lu Les Maîtres de vérité, il l'a absorbé littéralement. Et un collègue philosophe, Gilles Sussong, hein, qui a été un des auditeurs de Foucault, le disait très clairement il y a déjà longtemps. Et le fait que celui-ci, Foucault,
et repris dans son cours magistral l'essentiel des thèses de Marcel Détienne présente un intérêt puissant, puisqu'en effet, c'est dans les Maîtres que pour la première fois, je crois, un helléniste s'est réclamé, et ce pour l'essentiel de sa démarche, de Claude Lévi-Strauss, de ce point nodal de sa méthodologie. On peut lire Détienne par tout un Foucault. On le savait un petit peu, et lui-même, je crois qu'il était un peu déçu que Foucault n'ait pas un peu davantage revendiqué sa référence. Et je terminerai par un dernier texte, très vite, qui est un petit portrait de quelqu'un qu'il a bien connu, c'est Philippe Solers. Il y a toute une époque où il était proche de Solers, de Tel quel puis de l'infini. Il avait voulu écrire pour Tel quel, puis ça n'avait pas marché. Et il y avait eu des points communs assez profonds entre les deux, qu'on voit chez Michel de Certeau aussi. Et encore une fois, on parlait de masque tout à l'heure. Ce que disait Dominique Jaillard sur le masque de la fronde, je crois qu'il a raison, mais que je n'ai pas tout compris encore, et qu'il y a en effet là aussi des choses à voir. Et bon, quand on parle de masque, Solers, c'est parfait, je crois, puisque bon, là, on a l'art du masque. Détienne a du génie. Je le regarde, tout frémissant, électrique, enthousiaste, follement érudit et libre, on en parlait. Parler avec lui en buvant du champagne, c'est immédiatement voir vivre les dieux grecs dans leur diversité irréductible, leur masque, leur métamorphose, danger et gaieté. Là, on trouve l'homme extrêmement gai. On rit beaucoup. Pourquoi Apollon couvre-t-il le matricide d'Oreste? Que trafiquent vraiment dans l'ombre l'Apollon et Dionysos? Tout cela comme s'il s'agissait de l'actualité de façon endiablée, urgente. Je ne connais personne qui fasse de la connaissance du passé une présence aussi forte. Nous parlons donc des dieux dans ce bar de Paris. Le jour tombe et ils sont là. Et c'est par Détienne que l'affaire du Collège de France, par Solers que l'affaire du collège a été connue. Détienne me raconte qu'un des pontes du collège lui a carrément fait passer un examen de grec. Stupeur. Ah, dit le type, on m'avait dit que vous ne connaissiez pas le grec. Et là-dessus, Solers dit que c'est une raison de plus de le revoir. Voilà. Je vous remercie et je suis extrêmement touché par tout ce que vous m'avez dit et tout ce que j'ai noté. J'espère que tout ça continuera d'une manière ou d'une autre. Merci Vincent. Est-ce que, tout d'abord, on va introduire une discussion, mais est-ce que Florence voudrait ajouter quelque chose? C'est-à-dire ceux qui sont intervenus, au fond, dans l'ordre. Non, je pense qu'on a déjà parlé beaucoup et il y a beaucoup de présents qui doivent avoir envie de parler. Donc, possible. moi, je préfère leur laisser la parole. Bon, bah, Sarah et Dominique, pareil. Oui, pareil, tout à fait. Alors maintenant, je laisse officier. C'est qui va officier là? C'est moi Voilà. qui officie. Donc, c'est très gentil. Ça, Camille va prendre vos questions, si vous avez des questions, donc, pour les personnes qui nous ont rejoints. Si vous avez envie de poser des questions, il faudrait les poser brièvement parce qu'il nous reste assez peu de temps, mais enfin, quand même, enfin, on va essayer de discuter. Voilà. Oui, alors je vous propose d'utiliser l'onglet réaction. Vous pouvez mettre une main levée pour que je vois. Alors, je vais essayer de vous prendre dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse, mais je vais essayer d'être attentive. Et pour les plus timides d'entre vous, vous pouvez utiliser le chat. Voilà. Voyons-nous des mains se lever. Personne? Ah, si, Sarah Almatari, je vous laisse. Oui, merci beaucoup. J'ose une question timidement et naïvement certainement parce que je connais beaucoup moins bien que vous à la fois l'œuvre des Détienne et l'école de Genève dont j'aimerais vous parler. Je me demandais en écoutant Vincent mais aussi en écoutant d'autres interventions puisqu'il a été question d'une forme d'identification à plusieurs reprises, de mimétisme, se couler dans le style des Grecs, écrire d'une certaine manière et Vincent,
on a même suggéré que toi-même, tu pourrais être dans une sorte de rapport quasi mimétique avec d'Étienne. Donc, je voulais interroger les participants sur une possible influence de l'école de Genève, de la critique d'identification. Je connais ça très, très mal. Mais voilà, je voulais savoir, étant donné que Poulet est, sauf erreur, aussi liégeois, voilà, s'il y a pu avoir un contact quelconque. Merci. Moi, je n'ai pas l'autorité pour répondre à cette question, mais je dirais qu'il y a une figure, en tout cas très importante genevoise que d'Étienne pratiquait, c'est Jean Starobinski. Alors, au-delà de ça, je ne peux pas dire grand-chose, mais je sais qu'ils se connaissaient très bien. Oui, je dis un mot. Bah, ah, merci Sarah pour ta question et d'être là parmi nous. Disons que l'identification, c'est quelque chose qui peut se dire en deux mots. Alors, en effet, lui-même avait senti, mais il ne l'explicitait pas, puisque bon, nous sommes dans un milieu scientifique où la mimésie, c'est tout de même, il faut de l'original, bien entendu. Donc, tout ce qui est de la mimétique a été fort déprécié ces dernières décennies. Et je pense qu'il avait conscience qu'une certaine mimétique pouvait mener à l'originalité. Et je crois que c'est très important pour lui. Il me parlait parfois, enfin, il m'avait parlé cette fois-là, quand on s'était vu, et dans ces textes, ça revient, mais de manière très marginale, de personnes qui l'ont marqué. Philippe en a dit un mot, et là, je crois qu'il y a une forme de début de mimétique, et puis il s'en est affranchi. Je pense à Marie Delcourt, bien sûr, mais je pense à Jean Hubaut, qui a beaucoup compté pour lui quand il était très jeune, qui avait fait venir Dumézil à Liège, et Hubaut était le seul qu'il trouvait sympathique et un peu original, puisque les philologues du cru n'étaient pas très preneurs. Et il avait vraiment une forme d'attachement à cette volonté de comprendre par l'assimilation d'un style qui peut, par après, être rejeté. Alors, pour ma part, moi, je dis clairement en un sens, il m'a aidé à un moment donné d'Étienne. C'est-à-dire que je faisais des recherches à un moment donné qui ne m'intéressaient plus trop. J'avais fait ce que je devais faire et c'était des recherches qui m'avaient été imposées. Aujourd'hui, je le dis assez sereinement, puisque tout cela est derrière et que maintenant, je fais des recherches qui m'intéressent très clairement. Mais il a été une espèce de sas, si tu veux. Il a été une espèce d'aide à un moment donné où ça n'allait pas trop, pour parler assez clairement. Et je voulais faire un livre sur lui, mais il y avait tout de même un doute. Je voulais aller à l'école pratique, suivre des séminaires. Je ne savais pas dans quelle mesure c'était possible. Et quand je l'ai vu, il m'a demandé un peu, bon, et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je dis, je pense à ça. Eh ben, il m'a dit, arrêtez d'y penser et puis partez, allez-y. Et vous allez voir, c'est très bien. Et dans un sens, il m'a donné un petit coup de pied au moment où il fallait le faire, même si j'y pensais déjà, mais ça a été extrêmement important. Et en un sens, j'ai voulu comprendre aussi dans quelle mesure sa démarche personnelle a été aussi une question à la question des ancrages. Je voulais à un moment donné que le mot ancrage figure dans un chapitre ou même dans le titre au départ. Puis ce n'est pas un mot très passe-partout, l'ancrage. C'est très sérieux. C'est un peu marmoréen, comme la signification l'indique. Donc, je pense que lui, quand il avait vraiment cette volonté de partir, on parle des livres là. Vous l'avez, pour beaucoup d'entre vous, c'est très intéressant, rencontré par le livre, par la lecture. Et lui-même est allé vers des personnes qu'il a lues d'abord. Il leur écrivait. Il écrivait à Louis Gernet en 1958, depuis sa chambre. Il avait écrit à Dumézil à la même époque. Vernon, c'est venu plus tard, il l'a rencontré. Il avait écrit à Bachelard. Et Bachelard l'avait reçu. Ça l'avait tout retourné d'avoir vu Bachelard. Il y a eu des traumatismes à cette époque. Le service militaire, j'en parle un petit peu, mais en 60, le service militaire a été pour lui quelque chose de tout à fait traumatisant et qui a été pour lui l'incarnation d'une forme de lourdeur, d'ancrage ou d'anachronisme qui arrêtait le tempo, si on veut. Et ce n'est pas permis d'arrêter le tempo quand même. Donc je pense que
l'identification peut aider à comprendre vraiment. Elle peut aider à sauver aussi. Je pense en effet que c'est un peu moins bien vu à notre époque, la mimésis qui permet qui permet de se libérer. Moi, j'y crois assez bien. Après tout, on lit des livres qui nous libèrent. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sarah, j'espère que… Absolument, et je t'en remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que les intervenants veulent clarifier quelque chose? Ah, Isabelle Pétienne, ouais. Oui, bonjour. Je voulais juste, vous avez parlé des archives de mon père qui sont assez nombreuses parce qu'en fait, il gardait tout, y compris les factures de livres et les factures de restaurants. Ces archives vont être sans doute prises par l'IMEC. Là, je suis en contact avec eux et ça va se faire, j'espère, d'ici la fin de l'année, quoi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je ne vous ai plus vu depuis cette expédition en Haute-Savoie dont je parlais tout à l'heure. Oui, oui, je pense que je devais avoir ou 10 ans peut-être. Mais je me souviens très bien de vous et de ce petit passage, c'était très sympa. Et je me souviens aussi de Froma Zeitling là, que j'ai vu, là, qui n'a pas parlé, mais que je salue. Et voilà, ben, moi je suis très contente que ce livre soit paru, très contente d'avoir rencontré Vincent et d'avoir participé à ma faible hauteur à la découverte des archives, à certaines rencontres. Et je découvre ce livre et un autre Marcel, puisque j'ai des correspondances que je ne connaissais pas. Et puis, donc, c'est une mise en contexte d'une personne et d'un travail que moi, j'ai vu à hauteur de ses genoux. Et puis, petit à petit, en grandissant, mais sans jamais bien comprendre l'ensemble, puisque ce n'est pas du tout mon terrain d'étude ni de travail. Et donc, c'est très intéressant. Et je remercie Vincent, oui, pour ce livre qui apporte aussi à la famille. Voilà. Merci. Merci, merci Isabelle. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Il y a beaucoup de gens qui ont écrit avec Marcel Détienne qui sont là. Je ne sais pas si justement ces personnes qui l'avaient connu, est-ce que oui, Julia Sissa, c'est exactement à vous que je pensais. Bonjour. Faut activer votre micro, on ne vous entend pas, pardon. Merci. Le micro s'est redéconnecté, désolé. Connecté, est-ce que vous pouvez m'entendre de nouveau? Là, c'est tout bon, oui, merci. Merci. Je disais merci à tout le monde, bien sûr. Merci d'avoir pensé à moi, ce n'est pas… Mais oui, j'ai envie de dire peut-être quelques petites choses. D'abord, j'ai trouvé extrêmement touchant, comme dirait Vincent, non seulement l'existence du livre, son écriture, la façon dont le livre est écrit, l'écoute, l'intelligence à la fois intellectuelle et tout le reste. Mais j'ai trouvé aussi très, très touchant cet accent qui a été mis tout à l'heure sur la pensée narrative qui émerge dans les livres de Marcel et qui émerge dans sa façon de parler-penser, justement. Et j'aimerais dire quelque chose au sujet de l'invention de la mythologie, un livre qui a été très mal compris, qui a été vu de manière dramatique comme une façon de refuser justement de prendre un détour fortement critique par rapport à l'analyse structurale. Et en fait, le malentendu fondamental qu'il y a dans ce livre, d'abord, il y a des circonstances interpersonnelles sur lesquelles je ne rentrerai pas, mais tout est dans le titre. Et ce dont il s'agit, c'est l'invention de la mythologie, ce n'est pas l'invention du mythe.
Et c'est là qu'on retrouve l'importance justement de retrouver chez Platon cette façon de faire coïncider le mythe et le logos, et d'aller voir ça, d'aller voir justement la mythologisation comme une façon d'enchaîner qui fait qu'on pense et on raconte en même temps. Et paradoxalement, il y a dans cette espèce de mise en évidence de ça, il y a le véritable héritage, en un sens, de l'analyse structurale, qui est une façon de penser en racontant et d'aller voir la pensée qui se fait dans le récit et non pas nécessairement malgré le récit, comme une lecture hâtive de Lévi-Strauss pourrait nous amener à penser. Donc, je trouve que c'est vraiment merveilleux que le cœur de cette façon de Marcel de penser est émergé comme ça. Et j'aimerais dire aussi à propos du miel. Alors, justement, dans les archives, il y a le miel. Il y a le miel et Marcel, après avoir écrit l'invention de la mythologie, avait envisagé le retour vers le miel. Et il a repris justement son manuscrit et il a repris les idées, il a repêché certains moments de l'argumentation et de la lecture des textes, mais pour finir, il a décidé que ça n'irait pas plus loin. Donc, c'est très intéressant de voir comment, justement, ce geste d'après l'invention de la mythologie, il avait encore envie et il pensait qu'il pouvait encore aller vers cette pensée narrative retravaillée, redite, recitée à la Lévi-Strauss. Mais pour finir, il a décidé que non. Et puis après, nous avons les livres donc, beaucoup plus polémiques des dernières années, mais il y a l'Apollon. Donc, les dieux sont toujours là, comme disait Solers. Donc, beaucoup de continuité. Pardon, comme vous pouvez imaginer, ça me fait beaucoup réfléchir tout ça. Merci à tous et à toutes. C'est vrai que l'Apollon est fondamental. L'Apollon est fondamental. En fait, de l'Apollon. Oui, c'est vrai. Oui, l'Apollon est fondamental. J'aimerais bien ajouter une toute petite note d'histoire orale, si vous le permettez, puisque on ne va pas prétendre que je ne suis qu'une lectrice ou une personne qui a écrit avec Marcel. Et j'ai beaucoup aimé, bien sûr, Florence, ce que tu as dit de Marcel, de son étrangeté, et je reconnais tout. Une seule petit ajout, disons, factuel, le départ aux USA avait déjà été décidé. Ce n'est pas vrai du tout que ça a été une espèce de geste par dépit après l'accident du Collège de France. On serait parti de toute façon, on aurait cherché des manières de rendre ça compatible. Il y a des gens qui le font, il y a des modalités. C'était bien avant, parce que comme tu peux imaginer, comme vous pouvez imaginer, on n'improvise pas un départ aux États-Unis parce qu'il y a un accident dans votre carrière française et comme ça, vous décidez de partir. Non, c'est qu'on vous a approché, c'est qu'on a mis en place toute une série de négociations. Et donc, voilà, il y a eu cette coïncidence après, au moment de l'exécution du projet, mais le projet datait d'avant et avait son autonomie, sa justification, qui faisait partie des curiosités que Marcel et moi avions par rapport à ce monde américain qui nous attirait beaucoup, qui nous paraissait comme un autre ailleurs intéressant. Et permettez-moi de dire aussi, puisque nous sommes dans l'amabilité européenne ici, que le paradis dont vous parlez, eh bien, comme bien de paradis, avait ses serpents et ses pommes empoisonnées. Et donc, oui, il y a eu l'amabilité, l'espièglerie, il y a eu aussi beaucoup de souffrance.
beaucoup de tragédies, beaucoup de disputations qui relevaient de passions très fortes et à la fois très destructrices. Voilà. Mais je ne voudrais pas répondre d'abord. Julia, excuse-moi je me suis trompée, donc disons que c'est... Non, non, mais je comprends, je te dis, c'est une histoire qui a toutes sortes de détails, de moments. Mais indépendamment de ça, le fait qu'ils partent aux États-Unis, de mon point de vue, bon, je vois qu'il y avait plein de choses, c'était une erreur parce que, je veux dire, il y avait une communauté et puis des étudiants qui l'attendaient et que ça, à mon avis, parce que quand je compare avec d'autres amis et collègues qui sont partis aux États-Unis, je pense que, et c'est un euphémisme, c'est très difficile de survivre intellectuellement. Et voilà, donc, bon, mais c'était, bon, on raconte de mémoire, on raconte de façon subjective, et je me suis trompée, excuse-moi. Non, tu n'as pas à t'excuser, mais j'aimerais ajouter alors quelque chose qui, à mon avis, est peut-être intéressant justement dans cette conversation si amicale et collégiale et respectueuse et de véritable histoire intellectuelle. Si tu veux, le fait est que nous sommes partis aux États-Unis. Je ne le dis pas parce que je suis là, etc., mais c'est parce que moi, je voulais beaucoup aller aux États-Unis. Donc, si tu veux, ça a été vraiment un départ à deux, décidé à deux, avec toutes les conséquences que ça a eu après, si tu veux. Et donc, le fait de prendre cet angle d'une décision, disons, de choix de vie d'un couple donne une vision un peu différente des choses. Première chose. Deuxième chose, Marcel n'avait pas du tout l'intention de se séparer du milieu intellectuel parisien. Pas du tout, et je le souligne en rouge. Donnez-moi un highlighter, je vous le surligne en jaune fluo. L'idée, c'était tout au contraire de créer une espèce d'aller-retour collaboratif, de synergie entre justement Johns Hopkins d'une part et l'école pratique des hautes études 5e section de l'autre. Et Marcel avait créé une espèce d'accord. L'esprit et le détail, disons, bureaucratique était tout pour justement appartenir aux deux mondes et créer un pont entre les deux mondes. Ça, c'était l'intention de Marcel et c'est comme ça qu'il l'avait fait. Ah, on ne vous entend plus, Julia, si ça... Je ne sais pas, je suis toujours... Ah, voilà, c'est bon, c'est revenu. Excusez-moi, merci. Je voulais dire que c'était vraiment l'intention de Marcel et c'était une intention qui a donné lieu à toutes sortes de façons de faire, voilà, et de projets collaboratifs qui ont continué. On a reperdu le son. Ah, Voilà, c'est bon. Tout est bon, merci. Je veux dire que les dernières années de Marcel aussi, de longues dernières années, disons, de travail, sont des années de travail très collaboratif, de projets collectifs qui ont été menés justement à l'époque de Johns Hopkins, mais avec des interlocuteurs et des interlocutrices, et il y en a aussi en ce moment ici avec nous, à Paris. Donc, ce discours d'appartenir à un milieu intellectuel et d'être enraciné dans ce milieu intellectuel, tout en voulant ouvrir d'autres horizons, expérimenter ce qui semblait être la possibilité de faire à Johns Hopkins, etc. Tout ça, c'est une histoire, c'est un peu un autre volet de la même histoire où il y a, et c'est la seule chose que je veux souligner, il y a eu toujours un désir de ne pas se séparer de la France, de ne pas se séparer de Paris, de ne pas se séparer du milieu
donc des anthropologues historiens de la Grèce ancienne. Et s'il y a eu séparation, ce n'était pas parce que Marcel la voulait. Ça doit être bien clair. Bon, merci Julia. Écoutez, moi je suis un petit peu fâché parce que je dois partir absolument. Pour des raisons très, très personnelles, je suis obligé de vous quitter, mais je vais laisser Camille diriger la fin de la discussion, si tu es d'accord, Camille. Tout à fait. Enfin, merci à tout le monde. Merci à Vincent, merci à Florence, merci à tous les participants. Merci, Julia. Merci beaucoup. Merci. À tout bientôt. Merci, Philippe. Est-ce que je crois que Sarah Scholl, vous aviez levé la main peut-être il y a un moment? Oui, mais en fait, oui, absolument. Mais j'ai eu ma réponse, c'était sur la question des archives, en fait, qui avait émergé et pour laquelle j'avais envie d'avoir une réponse. Mais elle est arrivée avant même que je la demande. Très bien, super. Est-ce que quelqu'un voudrait encore ajouter quelque chose, poser une autre question? Merci beaucoup, Julia Sissa, pour votre intervention. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, on peut conclure ici? Si Vincent, ça te convient? Ah, Dominique Jaillard, oui. Oui, très très vite, parce que je voulais juste rebondir sur ce que disait Julia, le travail collaboratif, qui est quelque chose d'essentiel parce que le projet comparatiste n'est possible que parce qu'il réunit ensemble des gens qui acceptent de travailler sur le long terme ou le très long terme. Et que peut-être, Vincent, vous avez souligné, ça m'a beaucoup touché, que la réception d'un livre comme La vie quotidienne des dieux grecs, qui pour moi est un livre splendide et fondamental, n'a pas été ce qu'elle méritait. Et je voudrais aussi insister sur le fait que les grands travaux collectifs comparatistes, à partir de tracés de fondation, qui véritablement redessinent la cartographie de nos concepts. Tracé de fondation est un livre absolument fondateur et fondamental, et bien pour des raisons en partie de dispersion éditoriale, n'ont pas eu la réception qu'ils méritent. Et là, deuxième appel du soir, si je puis, c'est peut-être que cet ensemble un jour puisse être réédité dans des conditions éditoriales qui lui rendent pleinement justice. Je me tais sur ce, j'ai déjà trop parlé. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait encore dire quelque chose? Peut-être juste un mot, si je peux me permettre, en remerciant beaucoup Julia pour son témoignage et pour ces éléments. Et il est vrai que par rapport au dernier point, c'était un crève-cœur, hein, cette histoire de 3-4 livres du début des années 90 qui, à ses yeux, n'ont pas été assez diffusés, assez vus et dispersés. Il en parle très souvent. Hein, on voit que ça le travaillait énormément, le sentiment d'un travail pas perdu, mais bon, enfin, on sait très bien que un article dans un livre diffusé comme on ne le souhaite pas, c'est quelque chose de mort, sauf si un jour quelqu'un a une grande idée. Donc, il était vraiment très, très touché par ça, et il est vrai qu'il avait été très attentif au fait que ses travaux soient diffusés à un moment donné. Et là, ça impliquerait de parler aussi de son rapport aux éditeurs. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a eu Maspero d'abord, puis quand il est allé chez Gallimard, il a fait de manière assez personnelle. Et on sait qu'à l'époque, on parlait des gens qui se battaient pour un livre, mais on se battait pour un éditeur aussi. Il ne faut pas oublier que Roland Barthes demandait à ses auditeurs de publier au seuil de préférence. C'était des questions d'éthique. Donc, on publiait chez Maspero quand on était chez Vidal ou chez Vernant. Et lui, il était chez Gallimard pour les jardins et c'était un acte de liberté en un sens déjà. Donc, l'édition était très importante pour lui, le fait d'être lu. Ça n'a l'air de rien, mais ça participe de l'écriture dont on parlait. Et par rapport aux travaux de groupe aux États-Unis, il y a des témoins et des gens qui m'ont vraiment beaucoup, il y a des mondes entiers hein, qui sont encore parfois mal connus. Moi, ce que m'a appris la recherche, c'est qu'il y a tout un monde de sa jeunesse qui était fort méconnu des gens qui l'ont connu à Paris, puisqu'ils n'en parlaient pas beaucoup. L'homme de 20, 23, 24 ans, moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, beaucoup, parce que
c'est à ce moment-là que les grands traumatismes arrivent normalement, même un peu avant, les grandes fondations. Après, bon, je crois qu'on suit la ligne. Mais il y a aussi les mondes postérieurs, comme celui des États-Unis. Bon, Julia ou Froma peuvent sans doute en parler de manière beaucoup plus précise que moi, mais quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais comme Milad Douei, par exemple, qui était son ami très cher et son collègue qui était, je crois, à Baltimore aussi, à la fin des années 80, qu'il a accueilli notamment, enfin, qui a tressé des contacts avec lui, m'a parlé d'un homme et d'un autre monde, mais qui connaissait très bien le monde d'avant. C'est-à-dire qu'il a fallu que je parle à un chercheur américain pour comprendre le Marcel de Tienne qui avait 23 ans parfois, parce qu'il en parlait, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, on est avec les boomerangs dont il était friand. Voilà, je me tais. Merci Vincent. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Est-ce que je peux rebondir? Bien sûr, allez-y. Avec une note d'histoire orale, Milad. Milad est la personne qui a eu l'initiative de nous proposer d'aller aux États-Unis. Donc, il était beaucoup plus qu'un collègue. Milad et Wilda Anderson, sa femme, sont vraiment les personnes qui ont orchestré cette invitation et tout ce que cela comporte de préparation du terrain, de création d'un comité, de travail diplomatique au sein de l'université qui fait que une offre arrive une fois que on a réussi à persuader les personnes qu'il faut persuader. Et donc, Milad est quelqu'un de très significatif dans toute cette histoire, oui. Et Wilda, sa femme, les deux. Oui. Donc, merci Vincent de le citer. Camille, si tu permets, j'aimerais juste dire un mot pour remercier encore une fois Vincent pour cette belle contribution à la collection Histoire des religions qui s'enrichit d'un nouveau volume. Et peut-être juste profiter de l'occasion que tout le monde est encore là pour annoncer aussi la suite. Donc, cette aventure qui a commencé avec Smith et qui se prolonge maintenant avec Marcel Détienne, qui a eu une influence considérable évidemment sur l'école genevoise en histoire des religions via Philippe Bourgeot. Détienne est venu souvent à Genève à l'époque de nos études. Il a été interviewé dans Asdival dans le 2e numéro, je pense à l'époque de la fondation de la revue. Un très belle interview que je vous invite à redécouvrir. Et puis, donc, annoncer aussi que l'aventure continue et puis qu'on est en train de préparer maintenant un nouveau volume au sein de la collection sur un autre géant de l'anthropologie française qui a évidemment énormément influencé Marcel Détienne comme toute sa génération, c'est Marcel Mauss, avec un livre de Jean-François Bert qui s'appelle « Le courage de comparer, l'anthropologie subversive de Marcel Mauss ». Et puis juste profiter aussi de cette occasion où nous sommes tous réunis aujourd'hui pour pointer vers la suite et ce volume apparaître donc d'ici l'automne, je crois. Camille, tu confirmeras. Donc merci à Vincent pour cette belle contribution. Merci à Camille pour l'organisation de cette table ronde. Et je profite au nom des éditeurs de la collection pour remercier tout le monde d'être là ce soir. Oui, un mot volé à votre soirée, mais quand même, je dois saluer Daniel parce que c'est par lui que cette histoire s'est faite au départ et donc c'est à lui que je dois adresser mes remerciements. Hein. J'ai pas écrit le livre. Non, mais c'est un paquet de désirs si ce n'est pas publié. Ce n'est pas un livre, donc merci. Merci Daniel, merci à tous les deux. J'en profite pour remercier aussi Élise qui a géré tout ça d'une main de maître. Merci beaucoup. Sans toi, on ne serait pas là. Merci aussi à Dominique Jaillard pour l'organisation de la table ronde. J'étais évidemment pas toute seule. Et merci à Philippe qui est parti voir son nouveau petit enfant.
Et voilà, du coup, si c'est OK pour vous, on va conclure ici. Merci aux intervenants. Florence a dû partir. Merci à Sarah pour sa contribution. Merci Vincent. Et merci à tous les participants et aux auditeurs et auditrices. Bonjour aux étudiants qui ont écouté cette conférence. Et si ça vous va, on conclut là.